Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce 13e webinaire de patrimoine nucléaire et climat qui est focalisé ce soir sur les enjeux stratégiques et les opportunités du cycle du combustible nucléaire. Nicolas Metz, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Alexis Fanikian, bonsoir à tous et à toutes. Avant de plonger dans notre discussion, je vais vous demander rapidement et brièvement pour les spectateurs et spectatrices de vous présenter votre rôle actuel au sein du groupe Orano, de présenter le groupe Orano également. Tout à fait. Donc bonjour à tous et à toutes. Nicolas Mas, je suis un passionné d'industrie depuis 25 ans. J'ai démarré mon parcours professionnel à l'époque dans le groupe Lafarge et après avoir fait du ciment pendant une grosse dizaine d'années, j'ai rejoint l'industrie nucléaire dans le groupe Areva à l'époque, en 2011. J'ai rejoint Areva juste après Fukushima. Donc on pourrait se dire pauvre sens du timing, ou alors c'est que j'étais visionnaire et on pourra en reparler. C'était sans doute que j'étais visionnaire. Au sein du groupe Areva, j'ai été responsable des opérations des activités minières au départ. Ensuite, j'ai rejoint, c'était au sein du groupe Areva, la business unit base installée, qui est aujourd'hui chez Framatome. C'est la business unit qui fait la maintenance pour les centrales nucléaires, les études d'ingénierie, modernisation, changement de gros composants pour tous les réacteurs partout dans le monde. On travaillait quand même sur 350 réacteurs sur 400 et quelques chaque année. Donc, c'était une belle exposition. C'est dans ce rôle-là que j'ai vécu la restructuration du groupe Areva. Donc ensuite, j'étais chez Framatome, au comité exécutif de Framatome. Et puis en 2018, novembre 2018, Philippe Noreux, mon prédécesseur chez Orano, m'a rappelé, m'a proposé de prendre la direction de Orano Mining, comme on l'appelle, donc la branche mine. Et j'ai donc été directeur des activités minières d'Orano pendant à peu près 4 ans. Puis en 2023, directeur des opérations pendant quelques mois pour finalement être nommé directeur général d'Orano en novembre 2023. C'est le rôle que j'occupe aujourd'hui. Alors, ce groupe Orano en question, ce groupe Orano est impliqué dans l'ensemble des étapes de la chaîne du combustible. Notre force, j'allais dire, c'est nos compétences autour des transformations des matières nucléaires. On en a fait notre raison d'être, développer les savoir-faire de transformation des matières nucléaires pour le climat, pour la santé, pour un monde économe en ressources, aujourd'hui et demain. Nous sommes aujourd'hui 17 500. Il y a quelques années, lorsque nous nous sommes restructurés, nous étions 15 000. Donc, nous sommes 17 500 aujourd'hui. À la fin de notre structuration, on avait un chiffre d'affaires d'un peu moins de 4 milliards d'euros et on est aujourd'hui juste au-dessous des 5 milliards d'euros. Donc, une belle trajectoire de développement. Sur combien de pays à peu près? Alors, on est très présent en France. Sur les 17 500, nous sommes 14 000 en France à peu près. Et puis, les autres collaborateurs sont à l'étranger. Nos autres gros pays d'implantation sont le Niger, le Kazakhstan, le Canada, les États-Unis. Et puis, on a également des équipes au Japon, un petit peu en Chine, en Corée, un petit peu en Allemagne aussi. Merci. Voilà. Alors, nous allons tout d'abord, pour un peu vous rappeler le programme et le déroulé de ce webinaire, nous allons tout d'abord je vais poser une série de questions à Nicolas Metz sur le cycle du combustible. Dans un second temps, ça sera vos questions que vous nous avez posées au préalable par l'intermédiaire de la boîte à questions que je vais adresser à Nicolas Metz. Et enfin, ça sera vous qui pourrez interagir avec Monsieur le Directeur Général par l'intermédiaire du chat. Première question, mais avant de commencer, Nicolas Metz, petite précision, est-ce que vous pouvez, pour un petit peu tout le monde, cadrer le sujet sur qu'est-ce que le cycle du combustible nucléaire? Vaste question. Oui, on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Le cycle du combustible nucléaire démarre donc dans la mine. Le combustible nucléaire est fait au départ à base d'uranium naturel, élément qu'on trouve un peu partout dans la croûte terrestre, mais qui s'est concentré à certains endroits. Donc des mines dans lesquelles on extrait l'uranium et en général on le concentre ensuite sur les mines, puisqu'il a très faible teneur dans les minerais là où il se trouve. On le concentre pour pouvoir le transporter. On le transporte jusque chez des usines de conversion. Dans ces usines de conversion, cet uranium est purifié, puis mis sous forme gazeuse, donc UF4 puis UF6, c'est le procédé français. Cet UF6 gazeux est ensuite enrichi dans des usines d'enrichissement. La technologie principalement utilisée dans le monde, c'est la centrifugation gazeuse. En France, ça se fait dans l'usine de Georges Besse II, à Tricastin. Cet uranium est ensuite déconverti, c'est-à-dire qu'on enlève les atomes de fluor, et puis ensuite, il est mis sous forme de pastilles, mis dans des crayons, dans des assemblages combustibles. C'est des entreprises comme Framatome qui font ça, par exemple en France, à l'usine de Romont. Ces assemblages combustibles passent en réacteur nucléaire, font leur job. Lorsqu'ils ont fait leur temps en réacteur nucléaire, ils sont sortis des réacteurs nucléaires, mis dans les piscines des bâtiments combustibles, où ils refroidissent pendant quelques années. Ils sont ensuite transportés,
c'est le choix français, à l'usine de La Hague, où ils vont être retraités. Et puis, une partie des matières va être recyclée pour fabriquer des nouveaux combustibles, les combustibles qu'on appelle combustibles MOX. En France, aujourd'hui, ce n'est pas forcément connu, mais 10% de l'énergie, enfin de l'électricité d'origine nucléaire est faite à partir de combustibles recyclés. Déjà, c'est une réalité. Ce qui fait d'ailleurs d'Orano un acteur de l'énergie, de l'économie circulaire depuis des décennies, en fait. Voilà, en quoi consiste le retraitement? En 2 mots pour les non-spécialistes. En fait, on prend les combustibles usés, on les laisse refroidir. Ensuite, on les découpe. On découpe le crayon. Ces coques et la matière qui est dedans va ensuite dans un bain de dissolution. Ce bain de dissolution va mettre en solution les matières nucléaires, donc typiquement uranium, plutonium et produits de fission. Et puis les étapes suivantes, et puis donc les coques sont ensuite compactées et puis mis dans un conditionnement sûr. Et les matières nucléaires sont-elles séparées? Donc on met le plutonium d'un côté, l'uranium de retraitement de l'autre et les produits de fission. Lesquels produits de fission sont vitrifiés. Et c'est ces verres vitrifiés qui iront dans le long terme en stockage à 6 GeO. Voilà, on a le cycle. Et puis ensuite, l'uranium de retraitement est réutilisé pour refaire du combustible qu'on appelle de l'uranium de retraitement. Et puis le plutonium est envoyé à l'usine de Melox, où avec de l'uranium appauvri, on fait du combustible MOX. Puis voilà, on repart pour un tour. D'accord. Bien, merci déjà pour ce cadrage de sujet. Alors, première question, quelle est votre vision sur l'avenir de l'énergie nucléaire et comment Orano s'y positionne-t-il en termes de défis et d'opportunités? Alors, ma vision pour l'énergie nucléaire, c'est la vision d'une énergie qui a un rôle clé à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'était l'une de ses forces historiques. On l'avait un petit peu oublié pendant quelques années. Il y a un moment où nos politiques énergétiques avaient oublié ça. Et aujourd'hui, je pense que la prise de conscience, d'une part, du réchauffement climatique et de ses effets, et du rôle de l'énergie nucléaire pour pouvoir y répondre, est là. Ce qu'on y voit, c'est une énergie de base qui, en complément des énergies renouvelables, ou enfin binôme avec des énergies renouvelables intermittentes, permet de fournir une énergie décarbonée. Ce qui est un petit peu nouveau, vous l'avez vu, c'est que c'est une vision qui est assez partagée, ou de plus en plus partagée aujourd'hui dans le monde. Et je pourrais dire qu'à l'exception d'un arc qui entoure la France, justement, c'est-à-dire à l'exception de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, de l'Autriche, et puis l'Italie, même s'ils sont en train de changer, le reste du monde a bien compris ça. Et on voit aujourd'hui des programmes qui sont annoncés vraiment partout dans le monde. Même le Japon s'y remet, la Corée s'y met, Chine, Russie, le reste de l'Europe, les Anglais. Très récemment, les Pays-Bas ont annoncé le lancement de nouveaux réacteurs. Même les Suédois, qui étaient en train de fermer leur parc, sont en train d'annoncer la création de nouveaux réacteurs. Donc une vision très positive. En complément des réacteurs habituels, on pourra y revenir tout à l'heure dans la discussion, on voit aussi arriver des nouveaux objets, toutes ces startups du nucléaire qui créent tout un nouvel écosystème auquel il va falloir répondre. Pour Orano, comment on se positionne? On envisage notre rôle sur les mêmes segments d'activité que ceux auxquels on est aujourd'hui. Donc, dans le cadre de l'énergie nucléaire, on se voit être un fournisseur de référence et de préférence pour nos clients partout dans le monde, EDF bien sûr, mais pas que EDF, dans l'ensemble des segments du cycle du combustible. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, entre le moment où on annonce un réacteur et le moment où il consomme de l'uranium, et l'uranium enrichi, se passe quand même une bonne dizaine d'années. Donc, l'enthousiasme actuel ne se traduit pas forcément tout de suite dans des ventes supplémentaires aujourd'hui. En revanche, l'enthousiasme actuel donne des perspectives et nous permet d'investir pour répondre à nos clients dans la durée. Pour ce qui est des petits AMR et autres, on en parlera tout à l'heure, mais nous les voyons comme des nouveaux clients potentiels. Et donc, Orano se positionne en essayant d'écouter leurs besoins et de voir comment on peut les aider à réussir eux-mêmes et puis derrière en profiter. Merci beaucoup pour ce scope. Alors, petite question rapidement sur votre environnement concurrentiel. Qui sont vos principaux concurrents sur les segments amont et aval du cycle du combustible? Dans le segment amont, nos principaux concurrents dans le monde de la mine sont les Kazakhs de Kazatomprom, qui est de loin le premier acteur mondial. Ensuite, les Canadiens, Cameco. Rosatom, quand même, les Russes sont un concurrent. Les Australiens de BHP, qui ont une production qui fait à peu près 50% de la nôtre, donc ce n'est pas des tout petits acteurs. Et puis ensuite, vous avez les Ouzbeks de Navoyuran, et puis ensuite des acteurs un peu plus petits. Mais les principaux, c'est Kazatomprom, Cameco et Rosatom. Dans la partie conversion, en fait, vous avez un monde qui s'est un peu polarisé. Et donc, vous avez des acteurs russes et chinois, d'un côté, et puis vous avez, dans le monde occidental,
donc Orano, et nos concurrents sont Cameco à nouveau, Converdyne aux États-Unis, qui redémarre une usine. Et puis, on entend parler de projets de conversion à Springfield, en Angleterre, un projet qui serait porté par Westinghouse, même s'il n'est pas encore réalisé. Dans l'enrichissement, notre principal concurrent, c'est Urenco. Il se trouve être le deuxième acteur mondial en taille, le premier étant les Russes de Rosatom. Donc, avec ça, vous avez, et puis CNNC en Chine, vous avez le paysage. Voilà. Si vous entendez bien, on est le seul acteur aujourd'hui qui est présent sur l'ensemble des segments, à l'exception de Rosatom. Surtout sur la phase ouest, en tout cas. En tout cas, dans le monde, voilà, exactement. Dans l'aval, c'est difficile de parler de concurrence dans l'aval. En fait, la France est aujourd'hui le seul pays qui a, dans la durée, année après année, retraité et recyclé du combustible nucléaire sans faille pendant des années. Les Russes en ont fait partiellement, mais une partie du recyclage se fait chez eux. Ils ne renvoient pas des MOX à leurs clients. Voilà. Alors, du coup, on ne peut pas vraiment parler de concurrence. En revanche, il y a d'autres acteurs qui essayent, les Japonais, avec l'usine de Rokashomoa. Et on ne les voit pas comme des concurrents. En fait, on aimerait bien que les Japonais arrivent à faire tourner leur usine de traitement-recyclage. Ce qu'on se dit, c'est que c'est quand même une industrie dans laquelle, si plusieurs usines tournent, tout le monde y gagne en compétences et puis en durabilité. En termes de coopération, j'imagine. Exactement. Voilà pour nos principaux concurrents. Est-ce que le groupe Orano effectue-t-il toujours du retraitement pour des combustibles étrangers? Oui. En fait, quand vous prenez une usine de retraitement, elle offre plusieurs services. L'usine de retraitement, elle retraite effectivement des combustibles. Ensuite, elle peut les recycler, c'est-à-dire qu'elle peut aussi fabriquer du MOX. Et puis, elle offre aussi des services, en attendant, d'entreposage de combustibles usés, mais qui n'ont pas vocation à rester. La réglementation fait qu'ils ne pourront pas rester éternellement. On a aujourd'hui dans les piscines de la Hague des combustibles espagnols, dont on doit traiter certains sujets. On a des combustibles néerlandais, et on fait du traitement recyclage pour les Néerlandais. Du combustible japonais, et on fait du traitement recyclage pour les Japonais. On a historiquement fait ça également pour les Allemands. D'accord. Petite question désormais sur les ressources en uranium. Comment le groupe Orano gère-t-il ses ressources en uranium et quelles sont les réserves et capacités de production dans les différents pays? Ok, je vais peut-être répondre dans un ordre différent. Comme vous le souhaitez. Aujourd'hui, nos mines en exploitation sont au Canada, en partenariat avec Cameco, au Canada, au Niger et au Kazakhstan. D'accord. Dans une année dans laquelle nos mines tourneraient à pleine capacité, notre part de production dans ces mines, c'est en gros 5000 tonnes au Canada, 2000 tonnes au Kazakhstan et 1200 tonnes d'uranium au Niger. Donc, on reparlera du Niger peut-être tout à l'heure. Ça, et en gros 8200 tonnes, si vous voulez, notre production, elle correspond à peu près à la consommation du parc français. Mais c'est un hasard. En fait, EDF représente peut-être 50% de nos ventes, et je pense qu'à l'inverse, on doit représenter à peu près 50% des besoins d'EDF. C'est normal, hein, c'est bien qu'ils diversifient leurs risques, c'est bien qu'on diversifie nos clients. Donc, la façon dont on gère nos ressources, d'abord, on essaye d'exploiter le mieux possible, de façon le plus raisonnable possible, et puis le plus efficacement possible, les mines que nous avons. En même temps, nous avons des projets qui sont en développement. Aujourd'hui, on a des projets en développement en Mongolie, on a un petit en Ouzbékistan, on en a également au Niger. Là, c'est des projets qui sont en développement. Et puis la troisième phase, c'est de faire de l'exploration pour continuer à avoir des ressources et réserves pour les mines du futur. Nos efforts d'exploration aujourd'hui sont concentrés en Asie centrale et puis au Canada. D'accord. Voilà. Et dans notre esprit, et dans notre stratégie, on cherche à avoir en permanence, en ressources et en réserve, à peu près 20 ans de visibilité, qu'on peut garantir à nos clients. Et puis, on cherche à diversifier nos risques, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir des sources dans plusieurs pays du monde. Il n'y a plus de mines d'uranium en France, il y en a eu, mais il n'y en a plus aujourd'hui en France. Donc, une façon de gérer le fait qu'on est forcément à l'étranger, donc chez d'autres personnes, c'est d'être présent dans plusieurs pays pour diversifier les risques. Petite question rapidement, vous parliez justement de garantir sur 20 ans l'approvisionnement. Comment ça se fait avec des contrats d'approvisionnement à long terme, j'imagine? Alors, on a en général pas des contrats sur 20 ans. En revanche, le marché de l'uranium, c'est un marché dans lequel il y a deux types d'acheteurs. Il y a des acheteurs qui sont les électriciens, qui ont tendance à passer des contrats de long terme. Et puis, vous avez des acteurs qui sont des traders, qui, eux, achètent essentiellement sur le marché spot. Et qui spéculent, c'est ça. Et en fait, une grosse partie de la volatilité des cours est liée à ces traders. Beaucoup des électriciens achètent dans le long terme. Vous pourriez vous dire... Des Glencore, etc., notamment. Comme traders, oui. Glencore ne sont pas tellement présents, mais des gens comme Traxys, par exemple, ou WMC. Les gens ne le savent pas forcément, mais du coup, ça peut intéresser. Un appel d'offres typique d'un électricien dans le monde de l'uranium, c'est bonjour, faites-moi une offre pour 200 tonnes d'uranium par an, par exemple.
pour les années 2028 à 2034. Ce serait un appel d'offres qu'on pourrait recevoir la semaine prochaine. Ce serait typiquement ce qu'on recevra en ce moment. 200 tonnes d'uranium par an de 2028 à 2034. Et s'il vous plaît, livrez-le-moi à l'usine de conversion de Cameco ou à l'usine de conversion d'Orano. Et le cours, je reviens très rapidement, une petite question sur sur la volatilité du cours. Est-ce que ça ne crée pas des situations de stop and go sur le marché, sur justement le processus d'ouverture de l'exploration à l'exploitation? Alors, la volatilité à très court terme, pas vraiment. En revanche, le cours de l'uranium a aussi eu des grandes fluctuations sur ces dernières années. Il avait eu un pic en 2008 là, à 120 $ la livre. Après, il était redescendu. Il est remonté juste avant Fukushima. Il a baissé. Et il a baissé jusqu'à 17 $ la livre en 2017. À 17 $ la livre en 2017, quasiment tous les acteurs de l'uranium avaient arrêté leurs efforts d'exploration et plusieurs mines avaient été mises sous cocon. C'était le cas de la mine de McArthur, par exemple, au Canada. Et puis même, la production au Kazakhstan avait baissé de 20%. Voilà, donc dans ces cas-là, ça arrête. Et effectivement, les projets de développement, c'était pas mal ralenti. Maintenant, le cours de l'uranium est remonté à 90 $ la livre. Ça devient un cours qui est plus sérieux pour se lancer dans des efforts d'exploration plus significatifs et des développements de projets. Tout qu'il faudrait le rappeler, ce sont des projets qui coûtent extrêmement cher. Ah, c'est des projets qui coûtent extrêmement cher, oui. Généralement, on fait un pilote également sur... Pour se donner des ordres d'idées de développement d'un projet minier dans l'uranium, des développements avec la technologie in situ recovery, lancer un projet, ça va coûter quelques centaines de millions de dollars. Des mines souterraines au Canada, un projet va coûter quelques milliards de dollars. Ça peut être assez. Voilà. Vous m'avez posé une deuxième question que j'ai dû oublier. Non, c'était sur les... Mais en tout cas, merci beaucoup d'y avoir répondu. C'était sur la question juste de stop and go. Et oui, et également, est-ce que Général fait un pilote, généralement? Ah oui. Sur le fonctionnement, donc il vient de l'exploitation à l'exploration. Oui, justement. En fait, quand on en a l'opportunité, c'est-à-dire quasiment à chaque fois, on fait un petit pilote d'exploitation pour tester les méthodes qu'on va utiliser. En fait, le pilote peut servir soit à calculer des taux de récupération, par exemple, soit à calculer des taux de consommation d'acide. Et suivant le type de mine, c'est difficile de faire un pilote de mine à ciel ouvert. Vous êtes en général obligé de faire toute la découverture. Par contre, vous pouvez aller faire des carottages, puis ensuite récupérer du minerai et tester dessus les solutions de traitement que vous allez utiliser plus tard. Quand vous êtes en mine in situ recovery, là, c'est assez facile de faire un pilote. On fait une ou deux cellules et puis on voit les résultats que donne une ou deux cellules. D'accord. Je reviens rapidement sur les opérations dans d'autres pays. Quelles ont été les conséquences pour Orano et l'État français de l'évolution de la situation au Niger? Alors, je vais distinguer l'État français et Orano. Oui. L'État français, c'est pas à moi de commenter sur les conséquences et vous l'avez vu. Pour ce qui est Orano, c'est une entreprise française. Et au Niger, on se comporte comme une entreprise qui se trouve être française, mais en fait, Orano est une entreprise. Et les mines au Niger sont des sociétés nigériennes de droit nigérien et elles sont franco-nigériennes. C'est-à-dire que dans nos mines au Niger, l'État du Niger a 34% des mines. Ce qui veut aussi dire d'ailleurs que l'État du Niger enlève 34% de la production. Et ce qui veut aussi dire que ce sont des sociétés qui opèrent au Niger. On a 3 activités au Niger. La mine de Cominac qui est en réhabilitation. La réhabilitation a continué suivant le plan qui était prévu. On a la mine de Somaïr qui, elle, est en exploitation. Cette mine en exploitation a réussi à préserver l'exploitation minière, c'est-à-dire extraire le minerai, depuis que le coup a eu lieu, depuis le changement de régime. Elle a certes baissé sa cadence, mais elle a réussi à fonctionner en permanence. D'abord parce qu'elle avait des stocks d'explosifs et tout ça, puis ensuite elle a réussi à réapprovisionner. Et la partie usine, ce que je vous disais, on extrait et on concentre, la partie usine a au départ continué, puis quand elle est arrivée à court de réactifs, a fait une longue phase de maintenance, a vraiment remis l'usine en bon état. Et puis, courant janvier-février, on a réussi à réimporter au Niger les réactifs dont on avait besoin pour faire tourner l'usine. La production a redémarré en février. Donc, Somaïr aujourd'hui tourne, cadence réduite, mais elle tourne. Le prochain enjeu, c'est d'arriver à exporter pour générer du cash pour Somaïr. Ça, c'est le court terme. La troisième activité qu'on a, c'est le projet Imouraren. Le projet Imouraren qu'on envisageait de développer en in situ recovery, là, nécessitait un apport d'expertise assez fort depuis la France. On ne va pas être capable de le faire. Donc, on est en train de proposer une alternative dans laquelle on développerait un gisement satellite en mine à ciel ouvert, comme ce qui était historiquement envisagé.
Là, ça nécessite de l'expertise, mais un peu moins. Et c'est ce qu'on va proposer au gouvernement du Niger pour redémarrer cette mine-là. Bon, objectivement quand même, ça veut dire que ça fait un moment qu'on n'a pas pu exporter. Et puis, c'est difficile de voir comment ça va tourner. Ce qui est sûr, comme je vous le disais, c'est que c'est des sociétés franco-nigériennes et le personnel est essentiellement nigérien. 99% du personnel de nos sociétés au Niger sont des Nigériens et que je salue s'il y en a quelques-uns qui sont connectés et qui, avec beaucoup de courage et de professionnalisme, font tourner ces activités. Alors, petite question désormais sur les réserves, pour Oui. rester sur les ressources. Est-ce qu'avec la relance et ce retour en grâce, comme vous disiez, un petit peu du nucléaire dans le monde, est-ce que jusqu'à quand à peu près les réserves connues en uranium permettront-elles d'approvisionner le parc mondial? L'AIE, de temps en temps, peut avoir des propos un peu alarmistes. C'est difficile de parler de réserves connues et jusqu'à quand les réserves connues peuvent alimenter le parc mondial. Si vous vouliez la même chose avec le pétrole, jusqu'à quand y a-t-il des réserves connues de pétrole qui permettent de tourner? Et en fait, comme on est dans des industries d'extraction de matières premières, il y a un effort d'exploration qui est là dans la durée et qui redécouvre toujours des nouvelles ressources. Donc le monde de l'uranium est à peu près comme ça. Ce qu'on voit, c'est que les mines actuellement en fonctionnement sont suffisantes pour alimenter, je ne parle pas que d'Orano dans le monde, les mines actuellement en fonctionnement sont suffisantes pour alimenter les réacteurs jusqu'au milieu de la prochaine décennie. Des nouveaux projets vont avoir besoin d'être lancés pour alimenter pour les 15 ans suivants, c'est-à-dire jusqu'en 2050. Et puis, pour aller au-delà de 2050, il va falloir que les efforts d'exploration qui sont en cours chez les uns et chez les autres donnent des résultats et permettent d'aller plus loin. Cela dit, vous avez vu ce que dit, alors vous pouvez regarder l'AIEA ou des choses comme ça, il est estimé que jusqu'à la fin du siècle, il n'y a pas de souci majeur. Ce ne sera pas forcément avec de l'uranium au prix actuel, mais il n'y a pas de souci majeur jusqu'à la fin du siècle. Est-ce que c'est un problème que le prix de l'uranium monte pour le coût de l'électricité? Pas tellement. Le coût de l'uranium dans le coût du kilowattheure est en fait très faible. Ce qui fait le coût du kilowattheure nucléaire, c'est en premier l'investissement, ensuite tous les frais fixes pour faire tourner la centrale, et puis le combustible, certes, mais le coût de la matière, c'est-à-dire uranium dans le coût du combustible, n'est qu'une fraction. À peu près, qui représente combien de pourcents à peu près? Alors, si vous mettez le coût de l'uranium dans le coût du kilowatt, pas le coût du combustible, mais le coût de l'uranium dans le coût du kilowattheure, vous devez être de l'ordre de 5 à 6%. Oui, c'est pas, ouais, pas bon. Petite question désormais sur la position du groupe Orano dans le marché d'enrichissement. Quel sera l'impact de l'extension de l'usine Georges Best 2 sur vos capacités futures, notamment pour l'enrichissement de l'uranium de retraitement? Alors là, il y a deux sujets qui sont séparés. L'extension de Georges Best 2, que nous avons lancée en octobre 2023, va augmenter de 30% les capacités de l'usine Georges Best 2. Donc on va passer de 7 millions d'UTS pour les spécialistes à un petit peu plus de 10 millions d'UTS. Voilà, qu'est-ce que ça représente? Avec 7 millions d'UTS, on avait à peu près 12% de part marché mondial. On augmente de 30%. Avec le jeu des règles de 3, ça ne fait pas directement 16, mais bon, on va dire 15% de part de marché mondial. En revanche, cette extension d'usine, elle est bien faite pour tourner en uranium naturel. On n'envisage pas de faire de l'enrichissement d'uranium de retraitement à cette usine de GB2. Il y a une usine en Europe qui fait de l'enrichissement d'uranium retraité. C'est l'usine d'Almelo, aux Pays-Bas, je crois, qui est opérée par Urenco. Ça, c'est pour ce qui est de la partie enrichissement. Pour nous, l'enjeu est assez fort. C'est un jeu de l'extension de Georges Best 2. C'est une bonne opportunité de gagner de la part de marché, j'allais dire, aux dépens des Russes, et puis de contribuer à l'effort de l'Europe et des États-Unis pour se désensibiliser aux fournitures russes. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement en termes de stratégie d'investissement, précisément à La Hague? Pouvez-vous nous parler du grand carénage qui est prévu à La Hague et des défis techniques que ça représente pour le groupe Orano? Oui. Alors, en fait, ce qui est prévu à La Hague, c'est plus qu'un grand carénage, c'est tout un programme d'ensemble. Le discours de Belfort du président Macron en février 2022 a annoncé la relance d'un programme de nouveaux réacteurs. Donc, il a parlé de 6 plus 8 EPR. Le 6 plus 8. Voilà, les 6 plus 8. Et puis peut-être d'autres après, qui sait, sans doute sera nécessaire. La relance aussi des conseils de politique nucléaire. Voilà, et puis du coup, donc en 2022, on parle de ces réacteurs. Ces réacteurs vont arriver en fonctionnement à la fin des années 2030 et puis années 2040. Ils vont fonctionner 60 ou 80 ans, donc produire du combustible usé jusqu'en 2100 ou au-delà. Une première chose à faire en tant que nation, c'était de savoir ce qu'on allait faire de ce combustible usé. Il existe 2 grandes solutions dans le monde, le traitement-recyclage ou l'entreposage à sec en attendant on ne sait pas quoi. Le CPN de février de cette année a fait le choix politique de pérenniser la solution de traitement-recyclage pour notre pays.
Très bien. Donc, maintenant, charge aux industriels de proposer un programme industriel pour faire du traitement recyclage qu'en 2100 ou 2120. Sauf qu'aujourd'hui, tout le système du traitement recyclage en France est pensé pour finir en 2040. Dans nos comptes, nos usines sont amorties jusqu'en 2040. Dans la dernière PPE, qui est d'ailleurs toujours en vigueur tant qu'il n'y en a pas une autre, c'est du traitement recyclage jusqu'en 2040. Pluriannuelle de l'énergie. Oui, excusez-moi. Et jusqu'en 2040. Et donc là, il faut qu'on trouve quelque chose. Ce qui a été proposé au monde politique et acté, et donc qui est en train de se lancer, c'est de faire vivre les usines actuelles le plus longtemps possible et engager un programme, vous avez appelé grand carénage, nous on l'appelle pérennité résilience, mais c'est presque le même esprit. Donc un programme de pérennité résilience pour faire durer les usines actuelles le plus longtemps possible. Ensuite, de lancer les études et la réalisation d'une nouvelle usine de MOX, donc de combustible recyclé, qui sera qui sera sur le site de La Hague. Et puis de lancer les études en vue de faire une nouvelle usine de retraitement, également sur le site de La Hague. Autant de l'usine de MOX, on aimerait bien, et on va travailler pour ça, à la faire arriver en 2040, autant de l'usine de retraitement, on pense qu'on a un petit peu plus de temps, donc on vise plutôt du 2045, 2050, voire un peu au-delà, si les investigations qu'on va faire sur l'usine actuelle de La Hague nous confirment qu'on peut effectivement la prolonger suffisamment. C'est un programme majeur, très très enthousiasmant, aussi bien la partie pérennité résilience que la partie nouvelles usines. Au total, ça représente près combien d'années? Le programme? Oui, le programme. C'est un programme de 20 ans. Oui, quand même. Et c'est un programme de 20 ans, mais en fait, c'est un programme qui est d'une ampleur colossale. Vous pourriez vous dire que refaire une usine de MOX, une usine de traitement recyclage, c'est comme refaire quelques EPR. Alors, pour l'instant, je n'ai pas le droit de raconter les montants de notre programme, mais c'est quelques EPR en ampleur industrielle. Si vous vous remettez ce qu'ont fait nos anciens, ce qu'ont fait les pionniers, ils ont réfléchi au programme de l'usine de MOX et de l'usine de La Hague, des usines actuelles. Ils y ont réfléchi à la fin des années 70. Les décrets du lancement du grand chantier de La Hague sont signés en 1981. Et puis, la fin des grands chantiers de La Hague, et puis de Melox, c'est 1995, fin des années 90. Vous voyez, ça a été là aussi un programme de 15 à 20 ans. Oui, c'est aussi la nécessité de penser le temps long. D'où la nécessité de penser le temps long. Ce qui a le mérite de pouvoir prendre le temps de la réflexion et de le faire correctement, ce qui a le mérite aussi pour des jeunes qui se projettent et ont envie de se lancer dans un tel programme, de pouvoir y contribuer dans la durée. Alors, certaines personnes sont très mobiles et très intéressées pour bouger dans leur carrière, mais il y a aussi des personnes qui, eux, ça leur convient mieux de rester dans la même région. Ceux qui ont envie de travailler sur notre programme, ils peuvent rester là pendant 20 ans. Est-ce que pour vous, il y a un éventuel risque de saturation des piscines à court terme? Non. Non, et alors c'est pas que moi qui le dis, je le pense sincèrement. Et puis, dans une audition conjointe entre EDF et Orano, nous avons dû le démontrer à l'autorité de sûreté qui a fait un communiqué, je crois, le 17 avril, confirmant le fait que, compte tenu de l'allongement de durée de vie du parc français et puis de l'état de fonctionnement de nos usines actuellement, la perspective de saturation à La Hague, initialement envisagée pour le début des années 2030, était repoussée à 2040. Donc, aujourd'hui, c'est repoussé à 2040. Et en complément, nous sommes en train de travailler avec EDF et puis de le montrer aux autorités de sûreté pour prendre un certain nombre de dispositions qui permettent de garantir que ça n'arrivera pas avant 2040, même si on avait des gros aléas dans nos usines. Donc, typiquement, densifier les piscines actuelles est un bon moyen de le faire. Un autre moyen de le faire, c'est de consommer un peu plus de combustible MOX. Et EDF a des réflexions sur les chargements de séqueurs et les changements. Donc, court terme, la perspective est satisfaisante, ça irait jusqu'à 2040. On a des travaux pour garantir ça. Et puis évidemment qu'à partir du moment où on va faire des nouvelles usines, les nouvelles usines vont démarrer par des nouvelles piscines. Et donc on s'organise pour avoir ces nouvelles piscines en avance de phase. Petite question désormais sur la gestion du plutonium et du recyclage MOX par le groupe Orano. Est-ce que le retraitement des assemblages MOX pose-t-il des problèmes particuliers dans les installations actuelles? Ça va dépendre de ce que vous appelez des problèmes particuliers. Les installations actuelles, elles ont déjà retraité plusieurs dizaines de tonnes de MOX au fur et à mesure des années. Mais dans les installations actuelles, quand on fait du retraitement de MOX, ça nous réduit assez fortement le débit des installations actuelles. Donc on est obligé de baisser la cadence de ces usines actuelles. Or, pour l'instant, on souhaite les faire tourner à plein régime. Donc, la stratégie industrielle, en accord avec EDF, ne consiste pas pour l'instant à forcer ou accélérer le retraitement du MOX
dans les usines actuelles. C'est faisable, on l'a fait. C'est surtout que dans la conception des nouvelles usines, de base, on va faire en sorte que ces nouvelles usines puissent retraiter le MOX à des cadences satisfaisantes. Quand je dis à des cadences satisfaisantes, c'est-à-dire sans être trop pénalisant sur le retraitement des combustibles classiques, quoi, qui sont dans un premier temps. Concernant la stratégie de multi-recyclage du MOX, est-ce qu'elle s'inscrit dans la préparation aux réacteurs de la 4e génération, notamment les RNR? Et quelle est la feuille de route du groupe Orano à ce sujet? Là, on arrive sur un sujet qui est intéressant et qui, je le dis parfois comme ça, tourne presque au débat de religion. On sait que dans le pays, il y a des gens qui sont très favorables au MREP et d'autres qui ne sont pas favorables au MREP. MREP comme multi-recyclage en réacteur pressurisé. Moi, je ne vais pas tellement rentrer dans le débat de religion, et puis en plus, ce n'est pas complètement à moi de l'avoir. L'exploitant nucléaire, c'est EDF. Le propriétaire des matières, c'est EDF. Ce que fait Orano, c'est d'avoir des usines et de fournir une prestation de traitement recyclage pour servir les besoins de notre client EDF, qui est l'opérateur national. Maintenant, ce que fait Orano, et donc c'est notre mission, c'est d'avoir les outils industriels qui permettent de soutenir la stratégie que retiendra notre client EDF. J'imagine qu'il va le retenir en accord avec le pays. Ce qu'on peut imaginer, c'est on pourrait imaginer, je ne sais pas si ça va se faire comme ça, mais vous pourriez imaginer, ça va être très simpliste ce que je vais dire, ça va être très simpliste et la vie n'est pas si simple, mais vous pourriez imaginer que les MOX du parc actuel sont retraités dans la nouvelle usine qu'on fait et utilisés dans le parc de PR2, et puis ce qui va sortir de ce parc de PR2 sera retraité pour alimenter des Gen 4. Quand vous regardez le délai entre un combustible frais qui soit irradié, refroidi, retraité, re-irradié, refroidi, retraité, ça marche en fait. Ça marche quasiment. Donc le multi-recyclage en REP peut être une étape vers les Gen 4, comme vous l'avez dit. Parfois, quand on dit multi-recyclage, les gens ont l'impression qu'on va faire plein de boucles. Mais si vous reprenez ce que je viens de dire et que vous regardez la durée d'une boucle, en fait, c'est une boucle de plus. Ce n'est pas plein de boucles qu'il y aura besoin de faire. Une dernière question sur ce sujet précisément, c'est est-ce que la stratégie EDF et donc Orano vise-t-elle à constituer le stock de PU nécessaire pour l'engagement des réacteurs RNR de puissance? À ce stade, la stratégie, elle ne vise pas à constituer un stock de PU. La stratégie du pays, pour l'instant, elle consiste à maîtriser les inventaires de PU. Ensuite, en fonction de ce qui va se passer, soit dans le développement de la Gen 4, la Gen 4 d'ailleurs, la grosse Gen 4 de puissance, ou les AMR, tout ça, non? En fonction de ce qui va réellement se passer dans le pays, on verra s'il y a besoin de constituer un stock de plutonium plus haut d'avance, ou si à l'inverse, il y a intérêt à utiliser par exemple du MREP pour stabiliser l'inventaire de PU pendant une vingtaine ou une trentaine d'années de plus. Désormais, je voudrais rapidement vous interroger sur les défis à Melox. Ouais. Quelles sont selon vous les améliorations à apporter l'usine Melox à Marcoule? Alors, l'usine de Melox, elle a fait la une de la presse parce qu'effectivement, elle a eu des difficultés assez importantes. Alors, pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, c'est une usine qui est assez sensible d'un point de vue procédé et on avait changé l'une de ses matières premières. En fait, ces matières premières, c'est la poudre d'uranium appauvri qu'on utilisait en complément avec le plutonium. Et ça a beaucoup déstabilisé le process. Et ça a déstabilisé le process au point où, alors comme c'est des chiffres publics, je les donne sans problème, Melox était arrivé jusqu'à une production de 51 tonnes seulement en une année, il y a quelques années. Et maintenant, il s'est passé plusieurs choses à Melox. Il s'est passé d'une part un changement et on est revenu à une poudre différente, l'IO2, qui, elle, marche. Et puis les équipes ont fait un super travail d'un grand plan de performance qu'ils ont appelé le plan Relançons Melox, dans lequel ils ont travaillé sur tous les axes. Excellence opérationnelle, animation au quotidien, rattrapage du retard de maintenance, développement des compétences des équipes, avec une école des métiers absolument formidable. On va l'inaugurer le 18 juin, là, quand même 19 millions dans une école des métiers, faire des maquettes dans lesquelles les gens peuvent s'entraîner et tout ça. Donc un programme d'ensemble vraiment fantastique. Et vous voyez, on était passé à 51, puis 59 tonnes, 82 tonnes l'an dernier. On est vraiment dans une phase de reconquête grâce à ce travail-là. Je pense que le plus dur est derrière nous. Il n'empêche que les usines de MOX, c'est des usines qui ne sont pas si simples que ça. Je pense que les Français, et donc Orano, à travers ça, peuvent être super fiers d'arriver année après année à fabriquer du MOX. On se souvient que les Anglais avaient essayé, ça n'a pas duré. Les Belges en ont fait un peu, ça n'a pas duré. Les Japonais sont en train de construire une usine, mais ils ne le font pas. Les Français et les équipes de Melox le font année après année. Je reviens sur le combustible, qui veut dire les combustibles futurs. Est-ce qu'une réflexion a été engagée déjà avec le CEA ou les startups concernées
à propos de la fabrication des combustibles des futurs AMR. Eh oui, une réflexion a été engagée avec les deux. En fait, des AMR, il y a quelques familles d'AMR. Il y en a qui vont tourner avec de l'uranium dit HALEU, HISL Low Enriched Uranium. Là, en gros, c'est de l'oxyde d'uranium, mais avec des taux d'enrichissement qui avoisinent les 20%. Là, les technologies sont connues, c'est du surenrichissement, donc de la centrifugation, de la déconversion. Il n'y a pas d'installation qu'ils font aujourd'hui dans le monde, mais la technologie est connue, c'est assez facile à faire. Le gros marché pour cette technologie-là, ce serait plutôt les États-Unis. En France, aujourd'hui, il n'y a qu'une start-up qui poursuit ces besoins-là, c'est la start-up Jimmy. Ensuite, les autres familles de AMR, il y en a deux grandes. Il y en a des réacteurs à neutrons rapides type MOX et puis des réacteurs à sel fondu. Type MOX, vous allez trouver des startups comme Nucléo, par exemple, qu'on est une, qui est celle qui fait le plus de bruit. Et puis, vous avez à sel fondu, vous en avez comme Stellaria, Horizon, qui elle est franco-néerlandaise, et puis Narea aussi, par exemple. Avec ces deux familles de startups, nous avons engagé une réflexion pour voir comment on pourrait, le plus rapidement possible, leur fournir une première charge de combustible pour faire des démonstrateurs, et même allons jusqu'à dire des têtes de série, et puis comment, dans un délai un peu plus long, on pourrait fournir des quantités industrielles au cas où, et je l'espère, leur modèle de réacteur fonctionnerait bien et puis qu'il passe à l'échelle. Voilà, c'est le travail qui est en cours. On n'a pas, eux et nous, toujours la même vision du temps qu'il faut pour le faire. Ils sont plus pressés que ce qu'on est capable de faire, mais c'est bien, ils nous challengent, ils nous poussent à progresser. Ils poussent aussi les autorités de sûreté, d'ailleurs, à revoir certains de leurs modes de fonctionnement pour garantir la sûreté, mais en même temps permettre l'innovation au bon rythme. Et voilà, c'est des réflexions, c'est vraiment, comme diraient les Anglais, it's happening before your eyes. Ça se passe maintenant. Dernière question sur cette partie précise, avec toujours sur ces combustibles futurs. Quelle vision avez-vous des cycles du combustible, donc appelés par ces projets de SMR ou AMR, et de la disponibilité d'installations de fabrication adaptées? Ça fait partie de la réflexion. Les réflexions qu'on a eues pour le moment, elles visent déjà à fournir des premières charges pour faire des démonstrateurs et des têtes de série. Se posera, mais on n'a pas vraiment amorcé encore la question du retraitement de ces combustibles. Se pose tout de suite, et on travaille pas mal avec ces startups, la question du transport. Malgré tout, il faudra transporter ces combustibles, qu'ils soient frais ou usés. Mais sur ce qui est des installations de retraitement, on n'a pas encore vraiment travaillé. Cela dit, celles qui sont MOX-RNR, c'est des installations qui ressembleront aux installations de retraitement des combustibles assez classiques. Pour ceux qui sont réacteurs à sel fondu, je pense que mes équipes R&D ont commencé à regarder, mais alors là, franchement, je ne suis pas capable de vous dire. Et une dernière question, une question un peu plus géostratégique. Pouvez-vous préciser les services fournis donc par la Russie, si j'ose dire, donc le concurrent Rosatom, dans le cycle du combustible et les perspectives de réduction de cette dépendance? Alors, Rosatom, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un des principaux acteurs mondiaux et ils fournissent, aussi bien pour les États-Unis que pour une partie de l'Europe, de la conversion et de l'enrichissement. Un peu d'uranium, mais pas beaucoup. L'essentiel de l'uranium russe, il sert à alimenter les centrales russes. En revanche, ils fournissent des services de conversion et d'enrichissement. Avant la crise appelons-le même la guerre, avant la guerre en Ukraine, à peu près 30% de l'enrichissement, conversion achetée aux États-Unis ou en Europe, venait de Russie, à peu près 30. Comment se désensibiliser à ça? En construisant des capacités d'enrichissement dans le monde occidental. Donc nous, on a déjà pris une première part avec l'extension de GB2. Et puis, l'autre fois, vous avez peut-être vu le président de notre président du conseil d'administration a laissé entendre que nous étudions la possibilité de faire une usine d'enrichissement aux États-Unis. Il y a encore un peu de travail pour y arriver. Et il y a pas mal de conditions à réunir, mais si les conditions sont là, on sera sérieux à propos de ça. La deuxième famille de services qui était fournie par la Russie, et là, ça concerne plus spécifiquement la France, c'était les services de conversion d'uranium de retraitement. Et là, ça mérite quelques explications parce que la presse en fait un scandale, alors qu'en fait, il n'y a pas du tout matière à avoir un scandale. La technologie pour convertir de l'uranium de retraitement, elle est connue. C'est la conversion classique, comme on sait faire. En revanche, les quantités à reconvertir dans le monde étaient assez limitées. Donc, il n'y avait pas besoin de plusieurs usines pour le faire. La France en avait fait un peu dans le passé, mais il n'y a pas besoin de plusieurs usines. L'usine russe était efficace. Donc, le bon choix économique
et pour nous citoyens et pour nous utilisateurs d'électricité, c'était de le faire dans l'usine qui était efficace économiquement. Et je rappelle qu'avant la crise en Ukraine, c'était pas du tout un tabou d'avoir une partie de sa chaîne énergétique qui dépend de la Russie. Regardez les 2 pipelines Nord Stream. Notre voisin a mis son avenir énergétique dans les mains de la Russie. Donc, c'était pas un tabou. Le bon choix économique, c'était de le faire comme ça. Maintenant, on ne peut pas oublier le fait qu'il y a eu la guerre en Ukraine. Et donc, d'avoir cette brique-là qui dépend de la Russie, qui était le bon choix à faire d'un point de vue économique, peut-être qu'il faut qu'on fasse un choix un peu différent et un choix dans lequel ce service-là est fourni en dehors de la Russie. Alors après, est-ce que ça veut dire qu'il faut que ce soit fait en France? Pas forcément. Il faut que ce soit fait dans un pays avec lequel on peut supposer qu'on aura des relations cordiales dans la durée. Donc ça pourrait être en France, en Angleterre, on verra. Il y a des études qui sont en cours pour permettre la création d'une usine de conversion de l'uranium de retraitement en Occident. Voilà, après, ce ne sera pas à moi de communiquer dessus, ce sera plutôt à EDF. Mais voilà. Bien, merci en tout cas pour ces réponses. Désormais, nous allons passer à la boîte à questions, qui sont les questions que vous nous avez posées. Donc, première question. Quelle est la genèse de l'annonce du gouvernement relatif à la pérennisation du site de La Hague, avec l'annonce récente de la construction d'une usine nouvelle et d'un atelier de fabrication de combustible MOX? Je pense y avoir répondu. La genèse, c'est le fait qu'on relance un programme nucléaire, des réacteurs qui vont tourner jusqu'à 2100, qui vont produire des combustibles usés, et la réaffirmation d'un choix politique de la nation d'utiliser le traitement recyclage comme solution. Est-il prévu un atelier de conversion du nitrate d'uranyle? Alors, de conversion du nitrate d'uranyle. Avec le nitrate d'uranyle, ce qu'on fait aujourd'hui sur le site du Tricastin, donc c'est du nitrate d'uranyle qui arrive de La Hague et qui contient l'uranium de retraitement. Ce qu'on fait sur le site du Tricastin aujourd'hui, c'est que on récupère et on met sous forme oxyde l'uranium de retraitement. Il n'est pas prévu à court terme de faire une nouvelle installation de récupération de l'uranium depuis le nitrate d'uranyle. Ça, c'est pas prévu à court terme. Maintenant, l'installation qu'on a vivra peut-être pas jusqu'à 2100. On la modernisera et on en fera un moment, c'est pas un sujet. Derrière la question, il y a le deuxième aspect, c'est et qu'est-ce qu'on fait de cet uranium de retraitement? Et on vient au dernier sujet qu'on a discuté juste avant. Aujourd'hui, la reconversion était faite en Russie et il y a des études pour faire une usine de conversion, j'allais dire dans le monde qui pense comme nous. Une autre question qui nous a été posée sur le MOX. Quel besoin en tonnage dans les décennies à venir? Quand le transfert de Melox à La Hague est-il planifié? Avec le parc actuel français, l'équilibre, l'équilibre est en gros que EDF décharge chaque année les 1000 à 1100 tonnes de combustible usé qui sont retraités à La Hague. Ces 1000 à 1100 tonnes de combustible usé à La Hague produisent en gros 10 tonnes de plutonium. Et ces 10 tonnes de plutonium permettent de refaire derrière 100 tonnes de MOX. Donc si Melox fait 100 tonnes de MOX, l'ensemble du système français est à peu près à l'équilibre. Presque. Mais ça fait des chiffres qui sont faciles à retenir. D'accord. Donc si Melox tourne à 100 tonnes, on met le système français à l'équilibre. Et puis comme on envisage que Melox tourne à un peu plus que 100 tonnes, ça permettra soit de faire baisser les inventaires qu'on a, soit également de traiter du combustible étranger, et notamment du combustible japonais. D'accord. Est-ce que selon vous, le retraitement des combustibles usés est-il amené à se développer dans le monde et en Europe surtout? C'est une bonne question. En fait, c'est une bonne question. Il est amené à se développer en Chine. Je pense que les Chinois ont affirmé le fait qu'ils voulaient faire du traitement recyclage. Il est amené à se perpétuer en Russie. Je l'ai dit tout à l'heure, les Japonais ont construit une usine de MOX et puis essayent de démarrer leur usine de Rokkasho, la fameuse usine de Rokkasho. Donc ça fait déjà augmenter les capacités. La France a réaffirmé son choix de le faire dans la durée. Ailleurs dans le monde, en fait, ça va sans doute dépendre de la réalité du développement des AMR. Si les AMR se développent suffisamment, donc tous ceux qui vont tourner avec combustible au plutonium, il y a des chances que certains pays souhaitent se lancer dans les capacités de retraitement. À très long terme également, mais là, on a eu la discussion tout à l'heure sur les ressources d'uranium, mais si à la fin du siècle, tout d'un coup, on commence à avoir des inquiétudes sur les disponibilités d'uranium, il est probable que d'autres pays se mettront aussi à faire du retraitement. D'accord. Donc mais là, on est plutôt dans une échéance un peu plus lointaine. Oui, un effet de levier quelque part. Oui. Ce qu'on essaye de faire quand même, Arnaud, là, c'est que à partir du moment où on va se lancer dans une usine, il faut qu'on choisisse la capacité de cette usine. On va la dimensionner pour servir les besoins du parc français, mais on va sans doute la dimensionner un peu plus gros que ça, pour pouvoir accueillir du combustible étranger.
il n'est pas exclu de penser que certains pays d'Europe centrale, par exemple, aient envie de faire retraiter une partie de leur combustible. En tout cas, on va aller les voir et leur proposer ces services. Une dernière question de la boîte à questions. La vente à la Chine d'une usine de retraitement basée sur le procédé Purex est-elle toujours envisagée? Alors, à court terme, non. Mm. C'est vrai que la question est posée par des gens, soit qui ont eux-mêmes travaillé sur ce projet ou pas. Il y a eu pendant des années et des années des discussions avec la Chine, effectivement, pour la vente d'une usine. Alors, c'était la vente du procédé et des équipements, hein, contrat d'ingénierie et d'équipement. On n'allait pas prendre la responsabilité de construction. Mais aujourd'hui, les discussions sont arrêtées. Et puis, pour que ça se passe, il faudrait deux choses. Ensuite, il faudrait qu'il y ait une volonté politique. Je ne suis pas bien sûr qu'elle soit là. Et puis, il faudrait ensuite que nous ayons la disponibilité des ressources pour le faire. Et puis, comme maintenant, on a comme mission de donner une solution à la France, on va déjà mettre nos ressources pour donner une solution à la France. Merci beaucoup. En tout cas, désormais, nous allons passer aux questions du chat. C'est vous qui pourrez interagir avec Monsieur le Directeur Général. Nous attendons vos questions. Et j'observe déjà qu'il y a énormément de questions. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour le transfert. Nous avons une question concernant les perspectives de marché. Si XPI se sépare de Rosatom et si nous sommes en mesure de répondre à leurs besoins de marché, est-ce que c'est des opportunités de marché pour Orano? Oui, clairement oui. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ça. Le premier exemple, c'est que lorsqu'on a pris la décision de lancer notre investissement d'extension de capacité de GB2, de Georges Besse 2, pardon. C'est quand même un investissement qui représente en valeur, en monnaie 2003, conditions économiques 2023, pardon, 1,7 milliard d'investissement. Il fallait qu'on le sécurise, cet investissement. Et la façon de le sécuriser, c'était de pré-commercialiser un bout de sa production. On a commercialisé déjà 60% à peu près de la production des années 2031 à 2040 de cette extension. Et les premiers clients qu'on signait avec nous, c'était des clients américains qui voulaient se désensibiliser à la Russie. Deuxième élément, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on étudie de façon assez concrète, dans ce sens, on étudie l'opportunité de faire une usine d'enrichissement aux États-Unis. Il reste du travail à faire pour que ce soit faisable, mais clairement, c'est une opportunité qui arrive par le fait que le parc américain veut se désensibiliser à la Russie. Une question concernant le combustible situé dans la cuve de Superphénix. Qu'en est-il? Celui-là aussi, c'est du combustible qui appartient à EDF, donc notre stratégie leur appartient. Ça rentre dans des familles de combustibles que nous, on appelle des combustibles particuliers. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ce pas les combustibles des réacteurs à eau pressurisée du reste du parc, qui sont les combustibles classiques pour lesquels l'usine de La Hague a été designée. En revanche, ce qu'on envisage dans le cadre des nouvelles usines, c'est de faire une ligne spécifique capable de prendre les combustibles particuliers et pouvoir les retraiter. Alors, une autre question concernant, envisagez-vous de séparer les actinides, je vais y arriver, des produits de fission à La Hague? Alors, pour ceux qui ne sont pas spécialistes... On va vous demander quelques précisions, justement. Voilà, alors, je ne suis pas un expert non plus, mais en gros, les actinides mineurs sont, dans les produits de fission, ceux qui sont les plus problématiques parce qu'ils ont haute activité et vie très longue. Donc, c'est ceux qui, si vous voulez, restent radioactifs pendant une période très, très longue. La théorie, qui a dû être démontrée en labo, veut que ces actinides peuvent être brûlés, notamment dans des réacteurs à sel fondu, moulés, transmutés, et du coup transformés dans des produits de fission à la durée de vie beaucoup plus courte. Et si on arrive à le faire, c'est ce que permettraient les réacteurs à sel fondu, c'est un game changer en gros, parce que ça veut dire que la toxicité, si vous voulez, des déchets ultimes, ceux qui ne sont pas recyclés, mais la toxicité est là, pourrait être ramenée de quelques centaines de milliers d'années à 300 ans. Et là, on tue le match sur les déchets nucléaires. Parce que autant une partie de la population ne fait pas confiance aux ingénieurs pour avoir une solution stable pour 300 000 ans, autant pour 300 ans, tout le monde fait confiance aux ingénieurs pour avoir quelque chose qui marche. Regardez, les Égyptiens ont fait des momies qui ont duré 2000 ans. Et eux, ils n'avaient pas d'ordinateur, un truc qui semble. Donc, si eux, ils ont fait des momies qui sont conservées 2000 ans, on peut imaginer que nous, on sache faire 300 ans. Donc, le débat serait mort. Cela dit, je reviens en arrière. Nos solutions pour 300 000 ans, elles sont stables. Hein. La vitrification, puis enfouissement à CIGEO est une solution bonne pour le pays. Une autre question. Vous parliez d'Orano qui fait du groupe Orano, qui fait partie de longue date de l'énergie circulaire. Mais de quelle puissance de réacteur rapide faut-il disposer en France pour fermer le cycle complètement?
passe. Là, je ne sais pas. Alors, cette question, elle est étudiée. Je ne saurais pas vous répondre comme ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que à la suite du Conseil de politique nucléaire du 26 février, puis des annonces de Bruno Le Maire le 7 mars sur le site de La Hague, nous avons lancé des groupes de travail avec le gouvernement. Donc, y participent EDF, le CEA, la DGEC, nous-mêmes, la DIN sur certaines parties des travaux. Et l'un des groupes de travail s'appelle Cohérence du cycle. Et donc, il a justement vocation à définir un scénario industriel quelle quantité retraitée, MREP ou pas MREP, rapide ou pas rapide, et à quelle échéance. Une question sur l'impact du nouveau programme évoqué sur la piscine nationale d'EDF envisagée à La Hague. Le projet d'EDF, au moment où il est lancé, et c'est celui qui est toujours en vigueur aujourd'hui, pour l'instant, il est dans le cadre du PNGMDR, il se lance à un moment où la politique pluriannuelle de l'énergie en France, on s'était un peu égaré, mais elle consistait à dire qu'on allait fermer des réacteurs, et on allait en particulier fermer tous les réacteurs MOXé. Pas tous, mais 14 réacteurs à brève échéance. Et donc ça crée, d'une part, et d'autre part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nos usines actuelles, elles peuvent retraiter du MOX, mais à plus faible cadence. Il y avait un souci pour l'avenir des combustibles MOX. C'était dans le contexte de l'époque. Dans ce contexte-là, une piscine que j'appellerais coffre-fort avait été envisagée pour stocker du MOX pendant très, 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 très longtemps. Et puis, après différents choix, le choix avait été fait que ce soit fait sur le site de La Hague. Et cette piscine telle qu'elle était n'était pas connectée à d'éventuelles usines, puisqu'on ne parlait pas de nouvelles usines. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on parle de faire des nouvelles usines. Ces nouvelles usines vont avoir des piscines têtes d'usine. Et puis, ces nouvelles usines vont être pensées pour pouvoir retraiter le MOX. On ne peut pas, dans la filière française, faire l'économie d'une réflexion et de se dire, finalement, est-ce que c'est la bonne solution de faire sur le même site une piscine isolée des nouvelles usines et des piscines qui, eux, sont en invariant ou en cas toujours. Et ça, c'est un travail qui est en cours. À quoi aboutira-t-il? Je n'en sais rien. Vous avez vu que j'en sais rien, mais je pense qu'il y a quand même du bon sens qui va prévaloir. Et on est dans un grand dialogue là, approfondi, un dialogue technique, et puis avec EDF, avec les autorités de sûreté qui nous surveillent et qui attendent de nous qu'on propose quelque chose qui soit sûr et puis intelligent industriellement. Une petite question qui fera plaisir aux équipes du groupe Orano. Bonjour, merci pour votre présentation. Avez-vous un slide à nous proposer sur le cycle complet du combustible tel que vous l'avez présenté au début de votre intervention? Alors, je pense qu'on peut les inviter à aller sur le site d'Orano qui présente tout cela très bien d'ailleurs. Alors, pour tous ceux qui sont chez Orano, vous pourrez m'écrire et puis je vous le passerai. Ou vous appelez la com. Si vous allez sur notre site internet, vous le trouverez aussi. Et alors, pour ceux qui ne sont pas encore chez Orano et qui veulent venir chez Orano, vous pourrez aller faire un tour sur Orano Jobs. Vous verrez, il y a pas mal d'offres d'emploi très intéressantes. Et il est pas mal fait, notre site. Une question rapidement vous avez parlé du Kazakhstan et de ses nombreuses ressources. On vous pose une question sur l'intérêt du groupe Orano justement dans le mining sur les terres rares notamment. Alors, on s'est posé la question. Je vais être très honnête, on s'est posé la question à plusieurs reprises. On s'est posé la question quand en 2018, les perspectives de l'énergie nucléaire étaient un peu difficiles. On s'est posé la question à un autre de savoir ce qu'on ferait si vraiment ça tournait mal. C'est là qu'on avait confirmé le choix de se développer dans le médical nucléaire, de se lancer dans un programme sur les matériaux de batterie. Et puis on s'était dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre comme minerai, soit en extraction, soit en retraitement. C'était plutôt bien vu que l'électrification de manière générale. Exactement. On avait regardé notamment les terres rares. Maintenant, la situation a un peu changé avec la nouvelle embellie pour le nucléaire et puis la charge qui nous est confiée d'imaginer ces usines de l'aval du futur et puis de faire des usines de retraitement. Il faut qu'on fasse des choix. Et donc, on ne va pas à court terme faire de l'exploration pour des terres rares ou de l'extraction de terres rares, ni même en fait du processing de terres rares. On fait un peu de R&D sur l'extraction de terres rares depuis des aimants. Ça, oui, on continue. On a un programme de R&D dessus. Alors, pour aujourd'hui, c'est comme vous traitez justement, on va dire des minerais qui sont qui sont très radioactifs. Il y a des degrés de concentration divers dans les terres rares de radioactivité. Juste pour le préciser par rapport. Alors, il y a ça. C'est parce qu'il y a des éléments de radioactivité. L'autre élément, c'est qu'en fait, la séparation des terres rares, notamment des terres rares lourdes, ça demande des compétences en hydrométallurgie assez pointues. Alors, l'hydrométallurgie. L'hydrométallurgie, l'hydrométallurgie extractive, on va dire, c'est ce qui consiste à extraire et séparer les métaux
en phase liquide, pas en phase liquide, qui sont contenus dans des solutions, dans des solutions liquides. Et de ces solutions liquides, on extrait les différents métaux. C'est ce qu'on fait, l'hydrométallurgie, c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur nos sites miniers. C'est ce qui se fait en partie à La Hague. C'est un savoir-faire du groupe. Qui est moins électro-intensif, j'imagine, que la pyrométallurgie. Alors, qui est moins électro-intensive que la pyrométallurgie, exactement. Bien, en tout cas, pour l'instant, je ne vois plus de questions, donc je demande à Clément et Jean-Philippe s'il y a d'autres questions. Alors, une question sur les perspectives. Quelles perspectives pour les stocks d'uranium appauvri? Les stocks d'uranium appauvri, c'est la mine qu'on a sur le territoire. Je vous avais dit qu'il y avait eu de l'exploitation minière en France. Alors, je ne vous avais pas précisé de quand à quand, mais il y a eu de l'exploitation minière en France du début des années 50 jusqu'à 2001. La dernière mine en France a fermé en 2001, la mine de Jouac. C'est qui était une mine d'uranium. Là, je parle bien de mine d'uranium. Oui. Depuis, nous n'avons plus de mines à proprement dit. En revanche, nous avons sur le territoire des grands stocks d'uranium appauvri. Lequel uranium appauvri peut être réenrichi et à travers ce réenrichissement, reproduire du combustible nucléaire. Première utilisation. La deuxième utilisation possible de cet uranium appauvri, c'est dans le cas où on partirait vers un parc de réacteurs à neutrons rapides. Vous pouvez faire un cœur riche en plutonium avec autour de l'uranium appauvri, et les neutrons rapides vont avoir la propriété finalement de transformer cet uranium appauvri en nouveau plutonium. C'est ce qu'on appelle les surgénérateurs ou les isogénérateurs. C'est-à-dire que vous allez avoir des réacteurs nucléaires qui vont reproduire du plutonium au fur et à mesure qu'ils en consomment. Mais ce n'est pas le même. Le nouvel plutonium qu'ils produisent, c'est de l'uranium appauvri que vous auriez mis dans le combustible autour. C'est ça les deux utilisations les plus communes. D'accord. Une question concernant le nouvel inventaire minier annoncé par le président de la République. Qu'attend le groupe Orano du nouvel inventaire minier annoncé par le président de la République? Sur le territoire français? Oui. Non, mais ce qu'on en attend, c'est pas forcément. Le dernier, pour préciser, date des années 70-80. Me corrigez si je me trompe à peu près. Ah oui, il n'est pas à jour. En fait, moi, Orano et puis moi-même, on en attendrait plusieurs choses. On n'attend pas forcément grand-chose pour l'uranium. L'uranium, la France avait beaucoup exploré l'uranium. La réalité, c'est qu'il reste de l'uranium en France. Tous ceux qui habitent en Limousin, Bretagne, tout ça, savent bien qu'il y a de l'uranium dans ce coin-là. Par contre, s'il est aujourd'hui, il n'y a pas de perspective économique intéressante. Et on n'attend pas grand-chose de l'inventaire. En revanche, nous sommes des citoyens et nous pensons que si la France a des matières premières qui peuvent être utiles à la transition énergétique, que ce soit du lithium ou d'autres métaux ou des terres rares, c'est un peu nécessaire de le savoir et puis de voir dans quelles conditions on pourrait les extraire dans notre pays. De la manière la plus responsable possible, bien sûr. Une question concernant le groupe Orano. Comment le groupe et le prix de l'électricité, enfin le coût de l'électricité nucléaire est limité sa hausse? Comment le groupe Orano peut aider à faire baisser le coût de l'électricité nucléaire ou de limiter sa hausse? En étant performant? Non, et alors je m'explique, c'est en étant performant, alors dans nos démarches d'exploration, puis en trouvant des sources d'uranium qui sont compétitives, mais ensuite cet uranium, on le convertit, on l'enrichit, et puis on le retraite. Et à part le coût de l'uranium au départ, tout le reste, le coût de l'enrichissement, le coût de la conversion, le coût du retraitement, c'est notre performance. Et donc, plus nous sommes performants dans la conduite de nos opérations et dans la réalisation de nos projets, plus nous contribuons à une électricité pas chère. Encore deux questions et puis on va vous laisser tranquille. Il semblerait que de nouvelles technologies dites laser seraient en mesure de détruire les déchets ultimes dans un temps court. Qu'en pensez-vous? À mon avis, c'est de la R&D. C'est de la R&D. Si ça marche, tant mieux. À ce stade, ma compréhension, c'est que c'est de la R&D. D'accord. Et une dernière question, donc, on revient toujours à l'extraction, sur l'extraction d'uranium à partir de... Et la façon dont je l'ai dit, ça peut penser que je prends ça de haut. C'est bien la R&D, hein. C'est nécessaire, c'est ce qui fait avancer des nouveaux concepts, des nouvelles technologies et tout ça. Donc, je ne le dis pas avec un manque de respect du tout pour ça. Mais par contre, ce n'est pas une technologie, j'allais dire, disponible aujourd'hui. C'est de la R&D. Et une dernière question donc, sur l'extraction d'uranium à partir de l'eau de mer, donc type salar en fait, ou de combustibles usés de pays qui n'ont pas fermé le cycle, peuvent être envisagés comme source plutôt que les mines.
Oui. Alors, on peut extraire de l'uranium d'à peu près toutes les substances et il y a effectivement de l'uranium dans l'eau de mer, il y a de l'uranium dans l'eau du Rhône qui descend des Alpes en fait, hein. C'est un élément naturel, donc il y a effectivement de l'uranium partout. Aujourd'hui, avant de se mettre à aller extraire l'uranium de l'eau de mer, il y a beaucoup d'autres endroits dont on peut l'extraire et qui seront beaucoup plus compétitifs. Donc, on l'a dit à travers le traitement recyclage de combustible, les nôtres ou ceux de pays étrangers s'ils ont envie de le faire. Mais également, vous avez de l'uranium parfois en produits secondaires dans un certain nombre d'autres mines, dans certaines mines de cuivre, de cobalt, de phosphate. Donc, il y a plein de ressources secondaires comme ça qui pourraient être utilisées. Mais combustible usé, c'est une source prometteuse. L'eau de mer, faisable. C'est de la R&D. Par contre, c'est surtout que c'est pas économique pour l'instant. Oui, au niveau de la concentration, j'imagine. C'est ça. Oui, parfait. Eh bien, merci à toutes et à tous pour votre participation et nous avoir suivis ce soir. Monsieur le directeur général, encore merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci Alexis, puis merci à tous pour ces bonnes questions qui nous ont permis cette bonne discussion. Eh bien, bonne soirée en tout cas et à bientôt. Au revoir. Au revoir.